Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette table ronde luxe et hospitalité, le défi des attentions. Je suis Elvire van Baar-de-Leben. Je suis responsable de la mode au quotidien Le Monde, mais je m'occupe aussi plus largement de lifestyle, donc aussi de gastronomie, d'hôtellerie, etc. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Fabien Peloux, directeur expérience client chez Air France, Aurélie Ponce, directrice générale adjointe Cheval Blanc Paris, et David Sinapian, président directeur général groupe PIC. J'ai envie de commencer par une question assez simple, mais quand même, somme toute importante. Comment on attire l'attention du client aujourd'hui? Alors, Aurélie, voulez-vous commencer? Bonjour à tous. Merci déjà de nous inviter à cette table ronde. Comment on attire le client aujourd'hui? Alors, ça va être très paradoxal ce que je vais dire, mais c'est par la simplicité bien exécutée, je pense. Le luxe, on en parlera juste après, a évolué. Les exigences des clients ont évolué beaucoup. Les années 90-2000 étaient encore plus bling-bling, en tout cas pour ma partie hôtelière, avec, vous avez tous vu un jour, elle veut refaire tapisser sa chambre en bleu, en rose, elle veut des fleurs, elle veut un bain au lait d'ânesse, sinon elle se baigne pas, enfin que des trucs comme ça. Et aujourd'hui, c'est différent, il y a toujours des excentriques, évidemment, mais on n'est plus du tout dans cette excentricité. On est plus dans le luxe discret, bien fait et la reconnaissance surtout, et l'humain. Je pense qu'on va développer là-dessus après. Je dirais que c'est l'humain, la reconnaissance et la simplicité bien exécutée. David, vous vouliez répondre aussi? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je crois que notre métier, c'est de créer des souvenirs avant tout. Et créer des souvenirs, c'est tout un environnement. Ce sont des collaborateurs qui œuvrent pour ça. C'est une histoire que l'on raconte. C'est bien sûr une dégustation que l'on propose, mais avant tout, les gens, quand ils viennent chez nous, ils repartent qu'avec des souvenirs, et ils repartent avec rien d'autre. Et ça, c'est le plus important, parce que quand vous avez des clients qui vous rappellent leur venue 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans des fois, c'est magique, parce que finalement, on se dit qu'on est dans un univers incroyable et que grâce à l'humain, puisque c'est effectivement cette relation, ce travail que l'on fait, que nos équipes font avec nos clients, qui crée ce souvenir que l'on essaye de rendre vraiment inoubliable. Fabien, est-ce que vous partagez cette définition? Je pourrais presque la plagier, parce qu'effectivement, on essaye... Alors, moi, je ne parlais pas d'Air France en général, mais plutôt d'Air France la première, puisque là, on est dans le milieu du luxe et on vient de lancer une nouvelle expérience de voyage qu'on appelle la plus belle définition du voyage. Donc, on est vraiment dans le segment du voyage de luxe. Et ce qu'on essaye de vendre à nos clients, c'est effectivement une expérience mémorable. On ne vend pas un déplacement d'un point A à un point B, mais une série d'émotions qui vont être liées à ce voyage. Et ça se travaille à travers chacun des détails. Vous voulez détailler justement? Ça m'intéresse de comprendre comment on rend l'expérience inoubliable. Alors c'est justement cette attention à chacun des détails. Ces clients extrêmement exigeants qui voient des grands palaces, qui ont des grands restaurants, on va les toucher en ayant un travail de chacun des éléments. Ça va aller du choix du cuir sur le nouveau fauteuil qu'on va aller sourcer à Espelette et sur lequel on va travailler la façon des coutures. On ne va pas servir de la bière. J'ai 3 bières artisanales, dont des signatures qui n'existent pas, ou une bière qu'on ne vend que dans des clubs d'aviateurs. On va aller chercher des talents avec des chefs 3 étoiles comme Anne-Sophie Pic qui vont interpréter des recettes spécialement pour l'avion dans des contraintes extrêmement compliquées. On va aller faire des cocktails signatures qui seront effectivement, ces gens-là peuvent prendre n'importe quel cocktail, mais là, ça sera un cocktail qui n'existe pas à part à bord de l'avion. Et puis voilà, ça, on va le décliner sur vraiment chacune des attentions. C'est pas un grand champagne, ça va être aller chercher le blanc des millénaires, qui est peut-être pas le champagne le plus connu, mais qui est un champagne d'exception et qui va vous créer cette émotion lorsque vous allez vivre ce voyage. Donc quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est beaucoup le sens du détail qui importe en l'occurrence, c'est ça? C'est exactement ça, c'est comment sur chacun des éléments auxquels vous allez passer, ça va être la petite œuvre d'art dans la suite, dans le salon, ça va être créer effectivement plein d'attention à plein de détails qui vont créer de l'émotion chez nos clients tout le long de leur parcours. Et bien sûr, l'émotion, elle va passer aussi à travers nos personnels. Aurélie, peut-être sur l'hôtellerie, comment on reproduit ce sens du détail? Parce que là, pour le coup, l'offre est pléthorique, à Paris notamment. Comment on se distingue alors? Alors, je rejoins Fabien sur les détails du produit. Aujourd'hui, ça va être évidemment
la literie, le drap, le produit de bain, ça va être les meilleurs produits sourcés par nos chefs, ça va être tout ce qui est un petit peu l'exclusivité aussi, la rareté, ça c'est important. Offrir le meilleur à une clientèle qui, pour nous trois en tout cas, je pense qu'on parle de la même clientèle, de cette clientèle qui peut se payer beaucoup de choses, tout, j'ai envie de dire, mais qui finalement va avoir besoin d'être guidée vers le meilleur. Et c'est vrai que quand on parle de la première, quand on parle de table, évidemment d'Anne-Sophie Pic, ou qu'on parle d'hôtels de luxe, c'est les éduquer parfois aussi. Il y a une différence entre la clientèle qui a beaucoup de moyens, mais qui a besoin d'être éduquée parfois. Quand on dit éduquer, c'est pas leur apprendre à manger, c'est à connaître. Par exemple, dans les palaces, aujourd'hui, il y a un service qui s'appelle le service de la couverture. Tous les soirs, il y a un service, les femmes de chambre arrivent dans vos chambres entre 18h et 21h et proposent un service de la couverture. Si vous n'êtes pas éduqué à ça, que vous ne connaissez pas ce service et que vous n'êtes jamais allé dans des palaces, ce qui peut arriver, vous ne savez pas et vous dites non, merci. Alors que ce service-là, c'est le vrai luxe. Vous pouvez l'expliquer ? Bien sûr. C'est préparer votre chambre ou votre suite à mieux dormir. On va fermer vos rideaux, on va allumer la chaîne de télé qui vous fait plaisir ou mettre la musique qui vous plaît, on va mettre un tapis devant votre lit avec les chaussons, on va préparer un bain, on va tamiser la lumière, on va vous préparer une petite tisane pour mieux dormir. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et quand vous rentrez du restaurant, de chez Anne-Sophie Pic, par exemple, et vous arrivez dans votre chambre, elle est prête pour que vous puissiez aller dormir. Donc ça, c'est un service... c'est le luxe. Voilà, c'est le luxe, mais c'est le luxe. Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez peut-être pas dire non, j'ai besoin de rien. Merci. Et David, comment ça s'applique à la restauration ? À la restauration, encore une fois, on essaye de vendre un souvenir et les gens ne viennent pas chez nous pour manger. Ils viennent pour vivre une expérience, ils viennent, et c'est à nous de la construire, cette expérience-là. Avec ce qui fait notre identité, notre environnement, puisqu'on est à Valence, notre histoire. Et puis, on essaye aujourd'hui, pour renforcer ce sentiment de vivre quelque chose d'unique, de proposer un parcours au sein de notre maison lorsque les gens arrivent. Donc, ils peuvent démarrer le déjeuner ou le dîner dans les salons ou dans les jardins, puis ensuite, ils passent à table. Et ensuite, on les accompagne autour de la table d'hôte en cuisine. Donc là, et on essaie de le faire d'une façon un petit peu inattendue pour eux. C'est-à-dire que le maître d'hôtel va les chercher à table sans qu'ils sachent vraiment ce qui va se passer. Ils ne s'y attendent pas. Et on demande à ses clients de l'accompagner en cuisine. Et là, ils arrivent. Donc, ils passent aussi d'un univers très tamisé, de la salle de restaurant, à un univers très lumineux. Donc ça les réveille un petit peu. Et puis là, ils voient Anne-Sophie qui les accueille. Et une table est dressée pour eux et autour d'un plat. Et là, ils vivent un moment qui est incroyable. Et vous avez, ce qui est incroyable, c'est que vous avez des gens qui pleurent. Et ça, on se dit que quand on arrive à ça, on a fait le travail. Et après la table, il y a aussi un moment à la cave qu'on vient d'aménager aussi pour proposer une expérience particulière à la cave. Donc, en fait, c'est ça, une maison comme les maisons 3 étoiles en France ou dans le monde, c'est de proposer des moments uniques parce qu'ils sont vraiment attachés à l'établissement. Et chacun peut raconter l'histoire qu'il veut. Ce qui fait qu'on n'est pas concurrents entre nous. On est tous très complémentaires puisque chacun propose l'expérience qui correspond à sa maison, à son histoire, à son identité. Et à sa cuisine, évidemment. Je suis curieuse de savoir si vous avez eu des clients qui pleuraient en première ou non. Pas encore. Parfois en cas de turbulence, mais on cherche aussi à créer de l'émotion. Enfin, le cérémonial de la chambre, aujourd'hui en première, la nouvelle suite, vous avez un fauteuil complètement modulable et vous avez une méridienne qui se transforme en opposé. On a essayé de faire comme un jet avec 5 hublots, donc vous avez vraiment un morceau d'avion pour vous. Et donc cette méridienne... Excusez-moi, juste pour qu'on se projette, ça fait quelle taille à peu près ? Ça fait 5 hublots, donc ça fait à peu près de là jusqu'à là-bas. Donc effectivement, on est en concurrence avec le jet. L'idée, c'est de se mettre en concurrence avec la relation d'affaires et d'aller pouvoir proposer un moment d'exception avec ce niveau-là d'attention et de service. Et donc effectivement, on a ce même cérémonial où on va vous présenter un pyjama signé Jacques Mus.
Et donc ça, c'est aussi une petite surprise, c'est on va aller chercher des marques et des savoir-faire prestigieux français pour aller renforcer l'expérience. Et puis, on va dresser votre lit avec un matelas Dumas, un des meilleurs matelas du monde, et on va vous faire votre lit, on va tamiser la lumière. Vous avez 2 écrans et suivant où vous allez vous placer, on va choisir allumer l'écran. Donc, vous pouvez effectivement régler votre lumière, ce qu'on appelle les window shades qui permettent de baisser plus ou moins la lumière sur les hublots. Donc on va travailler comme dans un palace, et donc on s'inspire beaucoup du palace. C'est mon fils qui... et on s'inspire beaucoup du palace pour essayer d'aller créer une atmosphère qui va effectivement faire pleurer les gens. Elvire, je termine juste par une anecdote qui va parler à tout le monde, et notamment au papa. Les attentions, ça peut être aussi, et je vous rejoins tous les deux, les souvenirs. Et par exemple, un jour, on a un enfant qui a oublié son doudou et qui repartait à l'étranger. Et donc ça, je pense que s'il y a des parents dans la salle, c'est le pire cauchemar de l'histoire du parent. Et en fait, ce qu'on a créé, en tout cas l'équipe de majordome a créé, c'est toute une histoire pour montrer que le doudou était resté en voyage à Paris, avait fait des monuments. Donc on a emmené le doudou à la Tour Eiffel, on l'a amené au musée d'Orsay, on l'a amené au Louvre, on l'a amené partout, on a pris des photos de doudou, on a créé un album photo rapidement, on l'a envoyé, et le scandale était terminé parce que doudou avait voyagé. Mais les parents reviendront toujours dans cet hôtel-là parce que on a créé quelque chose. Alors en plus avec les enfants, j'avoue, c'est les enfants et c'est la cible parfaite. Nous, on a prévu le coup parce qu'on a un doudou à bord. On a plein de doudous dans toutes les classes. On a des doudous pour les enfants et donc du coup, on peut offrir aussi un doudou. Ça fait partie de cette relation attentionnée où pour les parents et pour les enfants, on va aller les toucher avec une attention particulière. Et c'est un petit chien en ce moment. Et ce que j'entendais aussi tout à l'heure, David, dans ce que vous décriviez, il y avait la notion de surprise qui semblait importante. L'émotion, mais aussi la surprise. Je pose la question à tous les trois. La surprise, elle est fondamentale justement pour capter l'attention ? Oui, quelque chose d'inattendu. C'est indispensable. C'est ainsi que l'on crée des souvenirs en surprenant les clients, en leur faisant plaisir, évidemment, et puis parfois en créant, des fois les relations démarrent mal, lorsqu'on a des clients qui arrivent, on doit gérer des problèmes, des gens qui arrivent stressés par la route ou qui ont eu des problèmes de transport. Et quand ils arrivent chez nous, on sent une dose de stress. Notre travail, c'est de les rassurer, de faire en sorte que tout va bien et que tout va bien se passer. Et généralement, lorsque l'on a des clients avec qui les choses démarrent mal et qu'on arrive à les récupérer, on a des ambassadeurs pour la vie. Et ça, c'est l'histoire du doudou, c'est la même chose. Là, ce type de client qui vit ça, vous les avez pour toujours. Très souvent. Je vais peut-être enchaîner parce qu'effectivement, comme vous pouvez imaginer, il y a quand même pas mal de gens qui sont stressés en avion, et en première comme dans toutes les classes. Et donc, notre métier, c'est aussi leur faire oublier en première qu'ils sont dans un avion. Ça ne ressemble pas à un avion, ça ressemble comme à la maison. Vous avez des petites lampes de chevet comme à la maison, vous avez des coussins comme à la maison, vous avez une méridienne comme à la maison, vous avez des rideaux et non pas des portes. Donc, on a créé une atmosphère qui va vous remettre dans un sentiment de bien-être. Et puis, on parlait de la surprise. Tous nos personnels passent à travers un programme de formation. Les 14 000 hôtesses et stewards, ainsi que tous les 8 000 personnels sol. Et on a 5 valeurs. Et la 5e valeur, c'est oser. Et ce oser, il est assez atypique, puisqu'on est dans des métiers souvent très, très normalisés. Et justement, on veut sortir le savoir-être à la française, cette originalité que personne ne peut nous copier. C'est cette capacité à oser pour un client d'aller faire quelque chose d'un peu différent et qui va justement créer de l'émotion. C'est le plus dur à maîtriser, mais c'est effectivement ce qui fait qu'Air France est unique. Vous avez un exemple d'un succès en la matière ? Il y a quelques clichés. Ou d'un raté, si vous préférez. Il y a quelques clichés pour les anniversaires, les célébrations, où effectivement, on va aller préparer. Mais c'est aussi, voilà, il y a des clients qui aiment avoir beaucoup de coussins, et donc à partir du moment où on le sait, leur suite va être équipée avec plus de coussins. Donc c'est cette petite attention, ce détail. Si effectivement on connaît leur vin préféré, on va systématiquement le servir ou les accueillir avec leur champagne ou leur vin préféré. On peut même mettre à bord des éléments spéciaux lorsque certains clients le demandent ou parce qu'on le sait. Donc c'est cette attention au détail qui va aller surprendre et créer de l'émotion. Oui, j'ai aussi plusieurs anecdotes, mais je ne vais pas toutes les raconter sinon on en a jusqu'à ce soir. Mais il y a aussi trouver la juste place entre nous et le client pour utiliser ce qu'on arrive à apprendre
des discussions ou de ce qu'on entend. Et ça, nous, c'est vrai que c'est quelque chose, et à table aussi, c'est quelque chose, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste arriver à saisir des éléments qui vont nous aider à construire quelque chose. Donc, par exemple, on a des voitures des chauffeurs qui vont chercher nos hôtes avec des gritteurs et puis qui les ramènent à l'hôtel. Et pendant ce trajet-là, ce sont nos chauffeurs à nous. Et quand ils arrivent, souvent, ils viennent nous débriefer un petit peu du trajet. Alors, en toute confidentialité, encore une fois, mais quand c'est des choses qui nous intéressent, quand il y a des enfants, il a appris que lui, il était fan de l'âne trop, j'en sais rien, et Peppa Pig et machin, et qu'il partait à Rome la semaine prochaine. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre ces informations-là, pas ce qui est trop confidentiel, bien sûr, mais on va les prendre et puis on va créer quelque chose le soir, on va les remettre... alors pour être corporate, un city guide Louis Vuitton pour Rome, pour le prochain voyage dans la chambre, avec une peluche pour le petit parce qu'il adore ça. Ou voilà, on va créer quelque chose avec une information qu'ils ne nous ont pas donnée. Et ça va être la surprise dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas forcément aller décrocher la lune, c'est juste utiliser des choses comme ça pour leur faire plaisir et les toucher. Donc, il faut quand même une certaine dose de sensibilité dans ces métiers pour comprendre les gens en face de soi et comprendre aussi jusqu'où on peut aller dans le rapport. Équilibre. Il faut aimer les gens. Ouais. Voilà. Et avoir envie de faire plaisir. C'est la clé. Il y a quand même un peu un envers du décor qui est organisé parce que quand on a 20 000 clients, on a aussi des bases clients. Parce qu'effectivement, c'est aussi l'envers du luxe. On a aussi des bases clients où on va aller. Chaque contact client va être référencé, qui va permettre au suivant de savoir ce qui s'est passé. Donc tout ça, ça s'organise aussi. Il y a bien sûr la spontanéité de nos personnels, mais derrière, on les aide avec des outils pour effectivement capitaliser, parce qu'on va avoir, en tout cas pour nous, des équipages qui vont changer régulièrement, des équipes de call center qui leur répondent aussi différemment. Mais tout ça, on va pouvoir tracer l'histoire des clients et garder, capitaliser pour effectivement aller réutiliser à bon escient tous les éléments de leur voyage passé. Et je me demandais, dans vos métiers, vous êtes effectivement des métiers de service, est-ce qu'on peut dire non aux clients? Est-ce que ça vous arrive? Je crois que c'est plutôt comment dire non. Parce qu'effectivement, dans un avion, on a un nombre de contraintes et de réglementations qui fait qu'on va être... Tout n'est pas possible. Donc on va être effectivement obligé, dans un certain nombre de situations, de dire non, même si on s'approche de plus en plus de la flexibilité que vous avez quand vous avez un jet d'affaires. Il y a quand même... et donc du coup, je reviens sur le programme de formation. C'est-à-dire que tous nos agents vont avoir une formation pour savoir comment valoriser, porter attention, comment s'exprimer vis-à-vis d'un client qui va être à un niveau d'exigence, et donc avec aussi ce qu'on appelle les best practices, donc des cas d'école. Donc on va plutôt travailler comment réussir à engager et arriver au but de dire non au client tout en lui faisant croire qu'on a dit oui. Non au restaurant, ça fonctionne ou pas? En fait, c'est un non qui veut dire oui, donc on ne dit jamais non à un client. Alors souvent, certains clients ont des a priori sur certains aliments, notamment la betterave. Pourquoi la betterave? Je ne sais pas, peut-être que ça a laissé un mauvais souvenir d'enfance à beaucoup de clients, et spontanément, on a des clients qui disent j'aimerais bien avoir autre chose que la betterave. On dit écoutez, on va vous servir la betterave quand même, si vous ne l'aimez pas, on vous la remplacera. Et à chaque fois, bingo, parce qu'on a réussi à faire aimer de nouveau la betterave aux clients. Alors, ça arrive pour plein de produits. Voilà, c'est des noms qu'on transforme en oui la plupart du temps, mais sans jamais créer de frustration ou de déception. Le but, c'est que le client garde toujours un moment positif de son expérience, jamais négatif. Et dans l'hôtellerie, alors? On est pareil, en fait, on a des choses sont possibles, d'autres pas du tout, mais on apprend dès le premier jour, c'est vrai, dans nos hôtels, à ne pas dire non. Après, il y a une réalité, hein, il y a les lois, il y a tellement de choses qui nous mettent des barrières. L'idée, c'est de trouver des alternatives, comme on disait, forcément. Et j'ai le cas, du coup, puisqu'on est en Fashion Week, donc c'est à propos. Cette semaine, une cliente... qui veut absolument une place pour un défilé. Bon, vous savez, Elvire, à quel point c'est compliqué si on n'est pas invité. Et donc, on a fait des pieds et des mains, on lui a trouvé une place. Et puis, donc, tout très heureux de l'appeler, de lui dire, bon, ça y est, on a réussi. Surtout que c'est un défilé très couru et tout ça. Et en fait, non, mais il m'en faut 2. Et donc là, double effet qui se coule, pas
pas possible. Là, c'était la dernière place du fond, là-bas, c'était celle-là. Et donc, donc, on lui a dit, ça sera ça ou rien, malheureusement, et on n'aime pas faire ça. Et finalement, elle était ravie. Ils poussent, ils testent aussi. C'est souvent... Comme des enfants, en fait. Oui, c'est ça. D'accord, je comprends. D'où l'éducation dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit, j'imagine que les clients ont vu de plus en plus de choses, on voyage plus vite, on voit plus de choses, Internet nous montre plein de choses. Est-ce que vous avez l'impression que les clients sont de plus en plus exigeants, toujours plus exigeants? Pour ma part, oui, pour 3 raisons. La première, c'est que en sortie du Covid et aussi une certaine prise de conscience écologique, les gens veulent voyager moins mais voyager mieux. Donc du coup, les niveaux de temps, et ça dans toutes les classes, sauf les gens qui voyagent en économie se disent on a la premium et je peux aller faire peut-être un voyage de moins mais aller dans des meilleures conditions. Ceux qui voyageaient en premium se disent il y a quand même la business, j'ai un lit avec une porte, je suis dans une mini-suite. Voilà. Donc chacun va aller parfois essayer d'aller avoir un meilleur voyage, une meilleure expérience de voyage. La deuxième raison, c'est qu'on s'est placé face à la concurrence des jets d'affaires. Et donc là, on est sur une clientèle qui est sur un niveau d'exigence extrêmement élevé et de personnalisation et d'individualité et d'invisibilité très élevé. Donc il faut aller reconstruire à travers un parcours commercial le même sentiment. Et ça, on l'a réussi à travers des parcours dédiés, des suites privatives. Donc on est capable de recréer l'univers du jet à travers l'aviation commerciale. Et la troisième, c'est qu'on a des concurrents et que du coup tout le monde cherche à faire mieux. Et puis on a une petite ambition toute simple, on veut être la meilleure première au monde. Donc ça oblige effectivement à pousser les choses assez loin. Sur les clients plus exigeants? Oui, comme je disais au début, je pense que c'est plus la même exigence. Alors oui, c'est toujours plus exigeant, mais exigeant dans la reconnaissance et le fait d'être unique. En fait, on en parlait tout à l'heure juste avant, sur la digitalisation et le fait que tout soit tout de suite instantané sur les réseaux, tout le monde ait accès à tout, on a de plus en plus accès à tout, en fait, la mode, le luxe, on parlait des jets tout à l'heure, les jets privés, ça n'a jamais été aussi, je ne vais pas dire presque galvaudé qu'aujourd'hui. Tout le monde, avec une petite somme, essaye de voyager en jet. En fait, avant, les jets, c'était réservé à l'élite. Et c'est pareil pour les grandes tables, pour les grands restaurants, pour les grandes marques de mode, etc. Donc, ils sont exigeants plus dans le produit, moins dans le produit, je trouve, mais plus dans l'exclusivité. Voilà, dans le fait, il y a une suite de prestige dans l'hôtel avec une piscine. Bon, c'est celle-là qu'il faut, c'est pas une autre. Voilà, on veut être les seuls à avoir quelque chose. C'est plus là-dedans, je trouve. Et David, est-ce que dans la restauration, il est un peu préservé de ça, parce que finalement, ça change moins ou... Non, parce qu'on a une clientèle qui voyage beaucoup, qui va dans le monde entier, et chaque restaurateur essaye de monter le niveau de sa prestation année après année, c'est comme ça. Donc on a des clients qui voyagent beaucoup, qui voient plein de choses différentes, donc c'est à nous aussi de continuer à progresser, à chercher à proposer une expérience qui évolue également. Parce qu'un client qui revient chez vous, il ne veut pas vivre la même chose que 2 ans auparavant. Donc ça vous oblige à vous renouveler, ça vous oblige à transformer votre maison également. Et l'exigence, elle est là finalement. On se la met nous-mêmes, mais indirectement, ce sont nos clients qui nous mettent cette exigence de faire évoluer nos établissements en permanence. Et donc l'expérience qui va avec. Et concrètement, par exemple, qu'est-ce que vous avez changé au cours du temps? On refait des chambres, on refait nos salons, on réinvestit chaque année. Je prends le cas de Valence. Cet hiver, on refait tous nos salons, on refait la cuisine du bistrot, on est en train de refaire la cave. On a chaque année aussi un programme de renouvellement de nos chambres. On a refait nos jardins. Enfin, voilà. En fait, dès qu'on termine un cycle, on en recommence à nouveau. Et la clientèle le voit. Et c'est pour ça aussi qu'elle se fidélise à des maisons comme les nôtres en province. Parce qu'à chaque fois, elle vit quelque chose d'un petit peu différent et nouveau. Vous parliez, Fabien, tout à l'heure d'éco-responsabilité et le fait que les clients étaient plus sensibles à ces questions-là. Quel impact ça a dans vos métiers à tous les trois? Vous le sentez tous? Et comment c'est conciliable aussi avec l'idée d'excellence et donc de tout proposer, d'avoir toujours le meilleur? Là, vous rentrez dans un domaine géopolitique qui va être un peu compliqué parce qu'effectivement, la prise de conscience qu'on a constatée il y a quelques temps, notamment avec certaines tendances aux États-Unis, elle est un peu moins présente. Après, il y a ce que les clients pensent et ce qu'on fait en tant qu'entreprise. Et là, l'engagement d'Air France, c'est d'être sur une trajectoire de décarbonation
plus rapide que tout le monde, on pèse 4% du trafic mondial, on consomme 16% des carburants d'aviation durable qui, eux, diminuent fortement, on achète des nouveaux avions qui consomment moins. Donc après, il y a l'engagement de l'entreprise qui répond à l'attente de ses clients d'avoir la possibilité d'avoir des options supplémentaires pour justement charger plus de carburant d'aviation durable et baisser son empreinte carbone. Et moi, dans mon métier, chaque fois que je design quelque chose, la masse embarquée, qui est un facteur important d'émissions de CO2, je suis désolé, c'est un petit peu technique, on est un peu loin du luxe, fait partie du design alors que ça ne le faisait beaucoup moins avant. Donc dans tout, quand je design un fauteuil, on va essayer d'aller gagner des kilos. Quand on met des kilos à bord, on va essayer de les économiser. Il n'y a plus de plastique à bord. Donc voilà, on va travailler sur l'empreinte carbone pour essayer de la baisser parce que je veux continuer à faire rêver les gens et le voyage, c'est quelque chose de magnifique, mais il faut aussi qu'on travaille notre empreinte carbone. Et dans l'hôtellerie, comment vous percevez la chose ? De la même manière, on a tous des politiques. Alors nous, Cheval Blanc, on fait partie du groupe LVMH, donc forcément, c'est aussi une politique environnementale qui est importante et qui est regardée, bien évidemment, comme tous les groupes importants. Tout est calculé, que ce soit les déchets, que ce soit l'utilisation du plastique, évidemment, qui est banni aussi, que ce soit l'approvisionnement des chefs sur du local. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vraiment... poussé. On sait que dans nos métiers, on a vraiment de plus en plus de normes qui sont mais par centaines, voire milliers de cahiers des charges se remplit beaucoup. Donc c'est parfois dur pour des chefs notamment qui doivent travailler avec le plaisir certes d'un côté et l'envie de faire plaisir qui domine toujours heureusement, mais d'une autre partie un cahier des charges qui devient lourd parfois avec notamment, et c'est normal, il faut vivre avec son temps, l'environnement est une préoccupation pour tous, presque tous du moins, mais c'est très présent dans l'hôtellerie et on a des clients qui y sont sensibles. Je disais tout à l'heure, le soir on prépare normalement un rituel du bain par exemple pour certains clients. On sait qu'il y a des clients à qui on ne doit pas le faire. Clairement, on a des matières de fauteuils, évidemment, qui peuvent être en peau ou voilà, on les enlève des chambres parce que on sait que ça va pas être toléré par tous. Donc faut adapter et c'est aussi la personnalisation du service dont je parlais avec les profils des clients à updater tout le temps, à mettre à jour et garder en tête que lui, il est très sensible à l'environnement, donc on va passer sur une autre façon de faire. Ouais. David, vous vouliez ajouter ? Oui, on s'impose aussi beaucoup de changements d'habitude. Au-delà du sourcing, on a la chance d'être dans un territoire prolifique en termes de produits, la Drôme. Quand bien même, Anne-Sophie s'interdit de rester exclusivement sur son territoire parce qu'on sait que certains produits qu'on achète à l'étranger, notamment des épices, font vivre toute une filière là-bas. Et si demain on arrête de s'approvisionner, on peut aussi compromettre l'équilibre de ces parties du monde. Après, on a beaucoup fait évoluer aussi notre métier en termes sociétal avec des changements d'habitude, des fermetures le dimanche. En province, c'est quand même quelque chose aussi qui est assez rare. On ferme pour les fêtes, on ferme du 20 décembre au 20 janvier. On essaie d'améliorer vraiment les conditions de travail. Et ça nous tient à cœur depuis longtemps avec Anne-Sophie, de réduire le temps de travail, d'arriver à équilibrer la vie professionnelle avec la vie privée pour nos collaborateurs, notamment pour ceux qui deviennent jeunes parents aussi. Donc on a, depuis une dizaine d'années, fait évoluer beaucoup la vision qu'on a sur ce métier-là. Et puis après, on a listé il n'y a pas très longtemps l'ensemble des initiatives qu'on a mis en place juste pour savoir, parce que finalement on fait plein de choses, mais c'est devenu assez spontané, c'est devenu comme un nouveau réflexe. Et on s'est amusé à tout lister et on s'est rendu compte que finalement on avait changé beaucoup de choses en peu de temps pour s'adapter à l'évolution de notre société. Et on peut être assez fier de ça. Et dans la restauration, il y a une étoile verte. Michelin décerne une étoile verte aujourd'hui. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Donc on s'est dit, nous-mêmes, on va essayer de lister un petit peu toutes nos initiatives pour voir si on peut être éligible à cette étoile verte. On l'a résumé sur une petite vidéo aussi pour qu'elle puisse être visible de nos clients ou des gens qui souhaitent savoir un petit peu tout ce que nous avons entrepris pour ça. Et on peut être assez fier de ça. Finalement, on y arrive, mais tout en n'étant pas non plus... jusqu'au boutiste et en essayant de finalement avoir un impact qui pourrait être négatif si on va un peu trop loin aussi. Et comme cette table ronde s'appelle le défi, j'allais vous demander comment vous voyez l'avenir, quel est le plus gros défi pour l'avenir ?
je vais me lancer parce que là, ça rejoint la table ronde d'avant. Le défi, c'est de maintenir évidemment le luxe, les exigences, être créatif, se renouveler. Ça, c'est sûr qu'on a une mentalité parfois aussi en France qui est difficile par rapport à ça. On est très sûr. Alors, je grossis le trait, forcément, c'est la réputation qu'on peut avoir. On a des acquis, on en est très fiers et on reste parfois dessus. Donc, il faut qu'on se renouvelle, il faut dynamiser. Ce que disait David tout à l'heure, c'est créer des nouveaux concepts, refaire ces établissements, rénover, aller toujours au-delà et surprendre. Et puis, il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure aussi qui s'appelle l'IA, qui vient rentrer dans le game, comme on dit pour nous, en tout cas. Pas pour remplacer, pas du tout pour remplacer même l'humain, puisque je disais que c'est au centre de la chose. Donc, le but, c'est surtout pas de le remplacer, mais c'est d'intégrer l'IA dans nos métiers pour dégager encore plus de temps pour le client. Et vraiment, le contact soit encore plus important pour alléger toutes les choses, toutes les contraintes de nos métiers, les alléger, les automatiser. Je parle de mail, je parle de toutes ces choses-là, pour garder le client au centre de l'attention et vraiment l'attention soit justement au centre de notre temps. Fabien, sur le plus gros défi à venir? Alors pour Air France, c'est effectivement cet équilibre entre trajectoire de décarbonation et puis continuer la montée en gamme. Pour moi, le plus gros défi, c'est que ce que je vous ai décrit pour la première, j'essaye de le faire pour tous mes clients dans toutes les classes. Et donc, effectivement, avec 13 millions de clients en économie, c'est plus compliqué. Mais cette attention au détail, cet été, j'ai rajouté des glaces au milieu de la nuit ou du vol, où on va vous servir une glace. On va recréer un cocktail signature en économie. On continue à servir du champagne. On est la seule compagnie au monde à offrir du champagne en économie. Voilà, donc c'est continuer dans toutes les classes à faire cette expérience de luxe à la française, de savoir-faire et de savoir-être à la française, toujours ancrée autour de la francité. Et effectivement, en économie, c'est un peu plus difficile qu'en première. David ? Au-delà de continuer à faire rêver nos clients, le challenge pour nous, pour notre métier, c'est aussi nos équipes, les collaborateurs, les personnes qui ont envie d'épouser ce métier-là. Donc leur donner envie de rejoindre cette industrie, de s'y épanouir, d'être heureux. Et à nous de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que ces métiers-là soient toujours attractifs, parce que c'est un métier d'hommes et de femmes qui travaillent et qui transmettent quelque chose à nos clients. Et il est essentiel que ces collaborateurs soient heureux dans nos maisons. Ce sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à tous et je vous souhaite de beaux voyages.